Merci de votre présence, un horaire qui n'est pas très adapté, mais qui permet quand même à ceux qui avaient d'autres activités avant, soit de visite, soit de conférence, d'avoir pu nous rejoindre. Je suis Gérard Lacroix, le délégué général adjoint à la sécurité du J4. Je salue dans l'assistance notre président, Marc Darmon, notre délégué général, Jean-Marc Duquesne. Je salue Richard Visuret, notre ancien directeur général de la gendarmerie et d'autres, et vous tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, en clair, d'échanger de faire un point de situation sur les Jeux Olympiques, je voudrais vous demander d'excuser l'absence du député de la Loire, Jean-Michel Miss, qui était prévu pour intervenir ce matin et qui vient de me faire savoir que convoqué à l'Élysée par le président de la République pour organiser la visite que M. Macron doit rendre à Saint-Étienne lundi prochain, Jean-Michel Miss n'a pas pu se joindre à nous, mais bien sûr, il est tout excusé. Présent à mes côtés pour échanger et puis vous éclairer les uns les autres, la presse, les adhérents, etc. Trois personnes tout à fait au cœur de la réflexion Jeux Olympiques qui est portée à la fois par l'État et la filière. À ma gauche, le préfet Olivier de Mazières, qui a en charge au sein du ministère de l'Intérieur des relations avec le monde industriel. À côté de lui, au centre du dispositif, avec une belle cravate rouge et bleue, les couleurs du PSG, je pense, Daniel Lecoguic, vice-président d'Atos et en charge pour la filière du dossier Jeux Olympiques. Et à la gauche de Daniel, le préfet Ziad Khoury, coordinateur, cravate bleue, qui n'est pas la cravate du J4, mais ça viendra, et cravate bleue, qui est le coordinateur national de la sécurité des Jeux au ministère de l'Intérieur. Donc merci à tous les trois d'être présents. Je voudrais d'abord dire que nous avons, mais on y reviendra certainement au cours des échanges, nous avons été particulièrement heureux d'entendre M. Darmanin hier, lors de son discours, faire un point très clair et très précis sur ce que lui, en tant que ministre de l'Intérieur, entend faire concernant les Jeux. On va y revenir. Et on a donc estimé qu'il était important que dans la foulée du discours du ministre, qui va certainement, je pense, être mis en ligne, on puisse échanger ce matin. Ma première question, elle sera pour le préfet Ziad Khoury, dont je disais qu'il était le coordinateur national de la sécurité des Jeux, et je pense que vous êtes à même, monsieur le préfet, de nous expliquer quels sont les défis sécuritaires liés aux grands événements qui se posent à vous, et particulièrement dans le cadre de ces Jeux Olympiques à venir en 2024. Merci de votre invitation, bonjour à tous. Bon, il y a une forte attente d'abord. Une forte attente parce que on sort de JO à Tokyo qui étaient des JO particuliers, qu'on approche de notre propre échéance, puisqu'on rentre dans notre Olympiade, donc il y a un besoin de poursuivre le travail, mais aussi de l'accélérer. Et pour cela, on a trois grands défis à affronter, puisque c'est des défis sur lesquels on va m'interroger. D'abord, un défi de capacité. Il faut qu'on soit capable d'être au rendez-vous avec des moyens publics et privés qui soient à la hauteur des exigences d'un événement qui sera le plus grand que la France n'aura jamais organisé. Non seulement le plus grand, mais en plus un événement par définition unique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le comparer à d'autres grands événements, parce que le monde change, et parce que à chaque fois il y a une équation particulière, compte tenu du pays d'accueil, etc. Donc ce défi de capacité, il est pour l'État, évidemment, avec ses moyens de sécurité dans leur ensemble. Il est aussi pour le monde de la sécurité privée, et c'est finalement l'occasion de faire une démonstration en mode intensif, grandeur nature, d'un continuum de sécurité qui soit particulièrement performant. Donc on attend des jeux qui soient évidemment festifs, mais qui se passent bien. Donc le but, c'est pas la sécurité, le but c'est qu'on n'en parle pas, c'est qu'on se sente en sécurité. Et donc pour cela, il faut qu'on arrive à rehausser nos capacités, ce qui est normal, puisque encore une fois, l'événement est hors norme. Le deuxième défi, c'est un défi de coordination. Alors, moi, je suis le coordinateur national, c'est-à-dire que mon rôle n'est pas de faire à la place des autres, mais au contraire, de m'assurer de l'orchestration de toutes les compétences requises. Il y a d'abord une orchestration au sein même du ministère de l'Intérieur. Et le ministre devrait installer la semaine prochaine un comité ministériel Paris 2024 qui, de façon régulière et à son niveau, passera en revue notre feuille de route olympique, le ministère de l'Intérieur.
il y a un besoin d'orchestration interministérielle. Et je travaille évidemment aux côtés de Michel Cadot, qui est le délégué interministériel, qui a un rôle transversal et plus global. Et donc sur la sécurité, je suis avec lui évidemment le pôle sécurité, pour que toutes les composantes de l'État couvrent tout le spectre qui est large des risques ou des menaces. Et puis il y a un travail de coordination avec les organisateurs, d'abord le comité d'organisation, et puis aussi les collectivités éventuellement, et puis tous les acteurs finalement économiques ou de la société, qui vont tous avoir un rôle à jouer. C'est un événement total. Il y a la compétition sportive, mais aussi il y a l'événement qui concerne tout le pays. Et donc ce défi de coordination exige que non seulement on ait des personnes, mais qu'on sache travailler ensemble. C'est ça la clé du succès en réalité, c'est ce que je retiens de l'expérience. Et puis le troisième défi, c'est un défi d'anticipation. Donc cette coordination existe depuis 3 ans, ce qui est bien. On est à 3 ans d'échéance, ce qui est assez peu. Donc sans être en retard, il ne faut pas qu'on consomme des marges de manœuvre qui ne sont pas si grandes. Et donc anticiper, ça veut dire définir une seule stratégie de sécurité partagée par tous, un niveau de sécurité de base qui soit suffisamment robuste, proportionné mais quand même ambitieux, pour pouvoir ensuite s'adapter à des scénarios et des imprévus ou des aléas qui arriveront de toute façon, soit un peu avant, soit pendant l'événement. Mais pour pouvoir s'adapter, il faut qu'on ait bien planifié les choses. C'est un grand exercice de planification au bon sens du terme, et donc on est en train de travailler sur tous ces aspects. Merci. Je me tourne vers mon voisin de gauche, le préfet de Mazières. Je voulais savoir, en complément de la réponse qui vient d'être apportée, comment vis-à-vis du monde industriel, le ministère s'est organisé. Est-ce que vous avez prévu des expérimentations à venir pour répondre aux défis présentés par le préfet Ziad, par exemple? Les innovations technologiques, d'abord, j'hésite à parler d'innovation, parce que comme l'a dit Ziad, on est à 3 ans des Jeux, et donc bien sûr il s'agit de tester et d'intégrer dans le dispositif de sécurité des Jeux Olympiques des technologies, mais on ne peut pas se permettre d'innover totalement. Les Jeux Olympiques ne doivent pas être le lieu et ne sauraient être le lieu de mise en œuvre de prototypes. Donc il faut effectivement que l'on ait des technologies qui soient suffisamment innovantes pour faciliter le travail des hommes, pour permettre aux hommes d'être plus présents sur le terrain, parce qu'on va en avoir besoin de manière très importante. Mais il faut qu'on ait aussi des technologies qui soient suffisamment robustes, suffisamment fiables, pour ne pas tomber en rade dans les situations critiques. Et j'ajouterais qu'il faut des technologies qui soient suffisamment robustes et fiables pour s'intégrer également à des dispositifs opérationnels mis en œuvre par la police, par la gendarmerie, massivement par la préfecture de police, sans évidemment faire tomber le système. Donc il y a un sujet, je dirais presque d'ergonomie, ou en tout cas de fonctionnalité, de manière à ce que ces solutions technologiques viennent, comme des briques intelligentes, s'intégrer dans des dispositifs qui sont déjà en place, qui sont déjà rodés par les forces, sans, encore une fois, les fragiliser. Il y a un sujet cyber aussi, très important, puisque ces technologies, évidemment, vont embarquer de la cyber, elles embarquent toutes aujourd'hui de la cyber. Ce sont des opportunités formidables, ce sont aussi des menaces potentielles, et donc il y a un sujet de cybersécurité derrière l'ensemble de ces solutions technologiques qu'on va adopter et qu'on va, j'espère, pouvoir développer de manière importante. Il y a un sujet de cybersécurité extrêmement important qu'il va falloir adresser, comme on dit en mauvais français. Comment on va s'organiser ? Le gouvernement a fléché, dans le cadre du plan de relance qui a été adopté il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, 25 millions d'euros, de manière à pouvoir mener des expérimentations en grandeur réelle sur un certain nombre d'événements qui vont avoir lieu d'ici la Coupe du Monde de rugby et d'ici les Jeux Olympiques, et qui vont nous permettre précisément d'éprouver les solutions, les innovations technologiques dont j'ai parlé, dans les conditions de robustesse, de fiabilité et de cybersécurité que j'ai évoquées. Il y a un travail important qui a déjà été fait en interne au ministère de l'Intérieur pour élaborer les besoins des forces. C'est un travail qu'on est en train d'affiner en lien étroit
avec la CNSJ et la DP6 que j'ai l'honneur de diriger, de manière à faire émerger des besoins qui sont, Ziad l'a rappelé, on est face à des situations qui sont en évolution permanente. Donc les besoins vont être en évolution permanente. Il faut donc à chaque fois, si je puis dire, recommencer l'exercice, faire une évaluation continue des besoins, de manière à choisir les bonnes technologies. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train d'affiner, qui sera terminé, je dirais, d'ici la fin de l'année. On peut imaginer même de déborder un petit peu sur l'année 2022, c'est pas dirimant, qui va nous permettre ensuite d'opérer, comme on dit là aussi en mauvais français, un sourcing des industriels, des opérateurs qui sont en mesure aujourd'hui de répondre à ces besoins. Alors on les a identifiés, les besoins, globalement. On les connaît. Il y a des sujets de centre de commandement, il y a des sujets de cybersécurité dont j'ai parlé, il y a des sujets d'intelligence artificielle, même si, comme vous le savez, il y a un cadre juridique aujourd'hui qui est assez contraignant, mais qui ne nous empêche pas, qui ne doit pas nous empêcher de tester un certain nombre de choses malgré tout. Et voilà, ces choses-là vont devoir être évidemment affinées. Et une fois que les industriels auront été identifiés, nous pourrons tester ces dispositifs, je l'ai dit, à l'occasion de grands événements qui peuvent être le Tour de France, les grands matchs de football du championnat de France ou d'autres compétitions, même des cérémonies ou des grands événements qui ne sont pas nécessairement des grands événements sportifs, mais qui mettent en branle des dispositifs opérationnels de sécurité dans lesquels ces technologies pourront être testées de manière utile. L'échéance, c'est la fin de l'année 2022 en toute hypothèse. Pourquoi ? Parce que les crédits qui ont été fléchés dans le cadre du plan de relance sont inscrits dans la loi de finances pour 2022. Donc de toute manière, en 2022, le dispositif doit être achevé et on doit avoir retenu, en tout cas permettre à nos autorités politiques, au ministre de l'Intérieur, de retenir un certain nombre de technologies qui vont ensuite faire l'objet de commandes, qui vont faire l'objet de formation des hommes et qui vont pouvoir être intégrées dans ces dispositifs de manière à ce qu'on puisse, alors là pour le coup, avoir un test en grandeur réelle et générale à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby. Merci beaucoup Daniel Opoldi, je me tourne vers vous. Les deux préfets ont parlé du cadre général et rappelé et fait quelques annonces concernant à la fois l'organisation et les financements. Est-ce que la filière sécurité représentée au milieu de l'État, si j'ose dire, est prête ? Écoutez, d'abord bonjour à tous et merci. C'est une excellente nouvelle. Bon, c'est une excellente nouvelle. Alors, la réponse à la question, est-ce qu'on est prêt ? C'est on est non seulement prêt, mais ultra mobilisé et motivé. Les Jeux Olympiques, c'est une fois, enfin, la dernière fois c'était en 1924. Je ne pense pas que les personnes dans cette salle vivront des prochains Jeux Olympiques en France après 2024. C'est une occasion unique. C'est un accélérateur de particules, comme je le dis souvent. Donc la filière qui est une filière jeune, dont je salue le président qui est présent, le président Darmon, qui l'a d'ailleurs structuré, qui en a donné tout un élan ces dernières années. C'est une filière jeune qui a été décidée par le Premier ministre Édouard Philippe en novembre 2018 et qui a vocation à être la 18e filière du CNI. Elle est stratégique parce qu'elle comprend tous les éléments de sécurité et de cybersécurité et qui vont être très importants pour la France et pour l'Europe de demain. Et donc la filière française, cette filière française qui est maintenant organisée, doit se mobiliser autour d'enjeux qui ont été présentés par le préfet Ziad Khoury, comme les Jeux Olympiques. Donc la filière elle est prête. Nous avons travaillé avec l'État dans le cadre du comité mixte depuis 2 ans et demi, en faisant des études détaillées sur les cas d'usage, les spectres de différentes menaces, sachant que je suis bien d'accord avec le préfet de Bavière
Les menaces d'aujourd'hui ne sont pas les menaces de 2024. Hein. Il y a un niveau d'incertitude sur les menaces de 2024 qui est encore extrêmement important, qu'on évalue avec le GDCN aujourd'hui à 40-50% quand même. Hein. C'est pas neutre. Hein. Donc il faut être attentif à pouvoir faire évoluer aussi nos solutions. Alors, c'est vrai le temps est contraint. Hein, il était temps, on va le dire comme ça, hein, que aujourd'hui cette prise de conscience et ces moyens soient mis à disposition du ministère de l'Intérieur, qui va donner le là, non seulement pour les forces de sécurité, mais aussi pour les OIV, les collectivités locales. Ce projet embrasse au-delà même de la sécurité. Elle va pas être, elle va être collaborative. Hein, et donc elle va concerner pas seulement les forces de sécurité, pas seulement l'organisateur, mais aussi l'ensemble des citoyens, les collectivités locales et territoriales et les OIV. Cette filière, elle a travaillé, elle a contribué à ces plans que l'on a dessinés et qui vont être maintenant, j'espère en 2022, substantialisés par des expérimentations extrêmement concrètes. Mais le tempo qu'on va avoir, c'est un tempo d'intégration. L'innovation qu'on va faire, en réalité, c'est une évolution de solutions existantes. C'est ce qu'on va pouvoir faire. Et surtout, l'innovation dans l'intégration des solutions pour avoir un continuum de sécurité complet à disposition du ministère de l'Intérieur dans les dimensions de centre de commandement, de cybersécurité et de protection des sites qui sont très importants. Cette filière, elle s'est mobilisée aussi autour de grands groupes. Je citerai Airbus, Thales qui est présent, Orange, Atos, mais pas seulement. Et les PME, les startups de l'ensemble de la filière sont aussi présentes, des grands groupements comme le J4, et je remercie le J4 d'avoir organisé cette conférence, mais aussi Exatrust, l'ACN. Donc tous les associations, les groupements sont aujourd'hui en ordre de bataille, on va dire, dans une logique d'équipe de France de sécurité, aux côtés du ministère de l'Intérieur et des forces de sécurité, pour faire en sorte que ces jeux se passent en toute sécurité. Un point clé aussi qu'il faut bien comprendre, c'est un engagement aussi des grands groupes que j'ai cités. Ça s'est traduit par une lettre des présidents de ces grands groupes auprès du président de la République Emmanuel Macron, de s'engager aux côtés du gouvernement pour ce projet de sécurisation des grands événements, et avec un engagement de donner 30% d'activité au minimum aux entreprises, les PME et les startups. Donc c'est vraiment une trajectoire de solidarité de la filière française aujourd'hui qui est prête pour relever le défi présenté par le préfet du CDC. Merci. La France va être sur le regard du monde pendant 8 semaines à peu près, donc en 2024. Je reviens vers le préfet Zelkouri. Comment, à votre niveau, vous estimez qu'on peut profiter de cet événement de portée mondiale pour en faire une vitrine du savoir-faire français en termes de technologie, ce dont on parle beaucoup là depuis qu'on est réunis autour de la table? Alors effectivement, on va être sur le regard du monde d'une façon assez atypique. Bon, il y a 25 000 journalistes qui seront accrédités. Aujourd'hui. Un peu plus. 4 milliards de téléspectateurs, des milliards d'échanges sur les réseaux sociaux. Donc on est dans une démonstration. On a l'expérience des grands événements, on a toujours réussi, organisé, sportifs ou non. Et donc il faut évidemment continuer sur cette lancée, tout en étant capable de s'adapter, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux équations particulières des événements qui nous attendent. Qui seront d'ailleurs pas seulement le moment des compétitions, mais il y a le relais de la flamme avant. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui se passent dans le pays à l'occasion d'eux. Donc c'est un événement qui est quand même à plusieurs ramifications et qui est un événement sportif, mais au-delà du sportif. À partir de là, c'est une vitrine, effectivement. Une vitrine qui nous impose une obligation qui est celle d'être au rendez-vous et celle de réussir. Donc on n'est pas en train de travailler sur des options de plus ou moins grande réussite, on est en train de travailler sur une seule option qui est de réussir les jeux, et le succès est collectif. Donc évidemment, nos industries, là je voyais l'excellence française, nos industries, dans le respect évidemment d'un certain nombre de règles, mais ont vocation, et elles l'ont bien compris, ça a été écrit, dit, etc., à aussi utiliser les jeux comme un levier, à la fois pour montrer ce qu'on sait faire, et puis pour aussi parfois changer de braquet ou accélérer sur un certain nombre de choses.
sans pour autant que ce soit l'alpha et l'oméga. Encore une fois, on veut aussi une notion de proportionnalité. Le but, c'est pas dans un salon de la technologie. Il y a aussi des aspects budgétaires qu'il faut prendre en compte. Et finalement, il faut s'adresser à tout le monde, des organisateurs d'abord, parce que par exemple, les technologies qui concernent le contrôle d'accès ou la gestion des flux au plus près des sites, c'est quand même beaucoup eux. Il y a des technologies qui concernent plutôt des dimensions cyber ou de maîtrise d'espace aérien qui s'adressent à d'autres. Donc je pense qu'il faut bien recenser les besoins d'un côté, et ça on les voit à peu près. Il y a un noyau dur de besoins qui ont été évoqués par le collègue. En face, ce sur quoi on peut délivrer, comme on dit en mauvais français, à niveau. Et donc, à partir de là, on sera dans cette logique de vitrine. Donc, on n'est pas dans une vitrine technologique. Le but, c'est pas la technologie, on est dans une vitrine de réussite d'un événement. C'est-à-dire que finalement, nos jeux soient festifs. Donc ça, c'est l'aspect de l'expérience positive du spectateur. Qu'ils soient performants, c'est la qualité de ce qui va s'y passer. Qu'ils soient durables, c'est ce qu'on appelle un peu l'héritage. Il faut bien penser qu'y compris pour nos travaux en matière de technologie de sécurité, il y a à la fois des acquisitions et des innovations qui évidemment iront bien au-delà des jeux, et puis que ce soit des jeux sûrs. Donc on est quand même sur une équation dont on voit bien les contours, et je pense qu'on a parfaitement les moyens d'arriver à réussir ce défi. Merci. Daniel Lecoq, je reviens vers vous en complément de ce que vient de dire le préfet Ziad Khoury. Pour la filière que vous représentez à cette table, quels sont les défis, d'abord les défis et puis les objectifs de la filière dans le cadre de ces jeux? Alors, les objectifs de la filière, c'est l'objectif collectif en définitive, et c'est complètement cohérent avec ce que vient de dire le préfet. Je dirais qu'il y en a 4 objectifs qu'on a travaillé ensemble dans le cadre du comité mixte. Le premier objectif, il a été dit et répété par le préfet, c'est qu'il faut que ces jeux se fassent en toute sécurité. Il faut qu'on livre les jeux en toute sécurité. C'est l'objectif collectif de la filière, mais aussi de l'État. Le deuxième objectif, c'est un objectif d'accompagner le ministère de l'Intérieur dans sa modernisation. C'est-à-dire de se mettre en trajectoire, comme l'a dit le préfet. Les jeux vont être une étape. Et il y a une notion d'héritage pour que le ministère de l'Intérieur et les forces de sécurité puissent s'approprier effectivement les nouvelles technologies de sécurité et en particulier de cybersécurité qui sont nécessaires à la protection des citoyens et de la société pour demain. Le troisième objectif, c'est un objectif plutôt économique, c'est pour le ministère des Finances, pour la Direction Générale des Entreprises et pour les industriels, c'est structurer la filière. C'est enfin faire une filière qui soit forte, où il y ait une R&D dite non compétitive, c'est-à-dire que globalement, de désigner nos compétiteurs et nos ennemis, c'est les Chinois, les Américains, les Japonais, mais c'est pas nous, c'est pas les Français. Et c'est surtout structurer une filière qui soit forte en France, comme disait Mitterrand, il faut être fort dans sa circonscription pour après être fort plus haut. Et donc nous, notre objectif, c'est l'Europe. La filière française changera de levier à l'aune de l'Europe. Et donc il faut qu'on se regroupe ensemble en toute solidarité en France, et les jeux, et l'esprit des jeux d'ailleurs est tout à fait intéressant pour justement mettre en mouvement cette filière, et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs, en toute solidarité, tous ensemble, c'est le nouveau motto d'ailleurs des Jeux Olympiques, tous ensemble, et c'est le motto de cette filière. Sur les défis, je voudrais rajouter une dernière idée qui est très importante et qui a été énoncée d'ailleurs assez tôt dans les objectifs de la filière par le président Darmon, qui concerne l'éthique. La France et l'Europe, et en particulier la France aujourd'hui, a la possibilité de développer, par le truchement d'une politique industrielle et d'une politique de recherche et développement structurée, des technologies, des solutions, des produits qui doivent être compatibles dans le domaine de la sécurité et de la cybersécurité, qui doivent être compatibles avec les libertés publiques et acceptables par les citoyens et la société. C'est important parce que, si vous voulez, il faut que la France et l'Europe, donc, aient une voie différente, disruptive, sur les solutions de sécurité aujourd'hui et de cybersécurité,
qui sont fortement intrusives quand elles viennent d'Israël, quand elles viennent des États-Unis et de Chine. D'accord ? C'est le motto nouveau des technologies de sécurité et de cybersécurité françaises et européennes. Donc voilà un défi majeur de la filière qu'on va porter, comme on porte la flamme olympique dans ces Jeux olympiques. Merci. L'éthique nous ramène au discours du ministre hier, puisque lui-même l'a évoqué à 2 reprises dans son discours, ce qui prouve que la dimension de cette réflexion n'est pas neutre. Et effectivement, on peut dire à nos amis présents dans la salle que le président Darmon a voulu qu'on y réfléchisse et qu'on soit capable de produire ou de rédiger une charte éthique qui vaudra pour toute la filière et qui, surtout vis-à-vis de l'étranger dans le domaine de l'export, a toute son importance. Olivier de Mazières, est-ce qu'il est toujours, ou il est encore possible ou souhaitable de densifier les actions en cours et la collaboration avec le monde industriel dont au ministère de l'Intérieur vous avez la charge? Pour rester sur les Jeux Olympiques et pour enchaîner sur ce que vient de dire Daniel, les travaux qu'on mène aujourd'hui dans la perspective des Jeux Olympiques, ils ne vont pas s'interrompre au moment des Jeux Olympiques. Ils visent d'abord à doter nos forces pour les années qui viennent, à les moderniser. En réalité, c'est un travail de modernisation des forces de sécurité qui est engagé à la faveur de grands événements qui sont en quelque sorte une marche d'escalier qui va nous permettre d'aller plus haut. Mais comme l'a dit Daniel, c'est un accélérateur de particules. C'est pas l'alpha et l'oméga. C'est une étape. Et d'ailleurs, vous avez noté que le président de la République a annoncé très récemment sa volonté de préparer une loi d'orientation et de programmation pour les sécurités intérieures. Quand on parle de loi d'orientation et de programmation, c'est sur une échéance pluriannuelle, bien entendu. Et dans ce cadre-là, évidemment, l'intégration des technologies de sécurité, la dotation des forces en moyens technologiques sera un des axes centraux majeurs de cette loi. Ce n'est pas moi qui l'écris, je ne sais pas encore ce qu'il y aura dedans, mais je peux parier, en revanche, que le sujet numérique, notamment le sujet cyber, sera un des axes majeurs de ces travaux. Donc on travaille pour bien au-delà des Jeux Olympiques. Et on travaille bien au-delà des Jeux Olympiques avec les industriels, bien entendu, puisque les fournisseurs de moyens, ce sont les industriels, qui eux-mêmes fonctionnent en appui avec le monde académique, bien entendu. Donc ça, c'est un premier point. Et un deuxième point extrêmement important qu'a soulevé Daniel, c'est ce sujet de la sécurité éthique. C'est même pas que les industriels français et l'État et les pouvoirs publics peuvent développer une sécurité éthique, c'est qu'ils en ont l'obligation. Ils en ont l'obligation pour des raisons juridiques, en réalité. On sait aujourd'hui que le cadre juridique national, le cadre juridique européen, est extrêmement protecteur des libertés publiques, et on doit tous s'en féliciter. On doit vraiment tous s'en féliciter. Et donc c'est dans ce cadre-là que l'on doit développer effectivement un modèle à la fois sécurisé et éthique d'organisation des grands événements. Et ça, c'est une piste de développement pour l'industrie française absolument majeure. C'est-à-dire que cette obligation d'éthique dans les grands événements, cette obligation d'éthique dans les politiques de sécurité, elle ne va pas s'arrêter aux Jeux Olympiques. Elle va être commune à l'ensemble, au moins, des pays développés. Et donc, les grands événements qui s'organiseront après les Jeux Olympiques seront nécessairement placés sous ce signe. Et si les industriels français ont réussi à prendre de l'avance grâce aux Jeux Olympiques de Paris, dans ce cadre-là, évidemment, ça va leur offrir des perspectives de développement à l'export extrêmement intéressantes parce qu'ils seront les plus avancés, les plus performants, les plus matures sur la manière d'organiser la sécurité avec des technologies qui soient compatibles avec le respect des libertés publiques et compatibles avec l'éthique. Et là, il y a une piste de développement, il y a une piste de compétences distinctives pour la France qui est absolument majeure. C'est ça la suite. Ça va évidemment se poursuivre, et ça va même
le souhaite ardemment et on travaille tous pour ça, ça va s'intensifier après les Jeux Olympiques. Juste en complément, il y a deux mots-clés qui sont importants moi, dans la mission que le ministre m'a confiée par rapport au JO. Il y a la notion de confiance. C'est-à-dire que la sécurité doit apporter plus de confiance pour toutes les parties prenantes, à commencer par le public évidemment. Ça ne doit pas être un élément d'inquiétude ou d'anxiété. Donc on a besoin de la sécurité pour réussir. Et donc on a besoin aussi de technologie, mais dans le cadre qui vient de te rappeler, c'est-à-dire que la technologie elle-même ne doit pas devenir un élément de trop forte interrogation parce qu'on ne s'y prendrait pas de la manière qui convient. Puis le deuxième aspect, c'est qu'il y a autour des Jeux un assez large consensus auquel tout le monde est attaché, toutes les parties prenantes. Et donc le but, c'est évidemment que les Jeux continuent à bâtir sur ce côté fédérateur. Donc effectivement, il y a un angle dont il faut se saisir et qui permettra de répondre aussi aux défis. Quand vous parlez de l'environnement numérique qui a explosé, qui va continuer à exploser, vous avez des menaces qui viennent du numérique. Donc la réponse à ces menaces, elle est aussi technologique. Donc c'est aussi une manière de protéger, au bon sens du terme, les intérêts des uns et des autres. Donc je pense que c'est sur ça qu'il faut bâtir. Il faut vraiment construire sur une vraie stratégie dans ce domaine. Merci. Merci à tous les trois. On a parlé éthique, sécurité, on a parlé défis, on a parlé enjeux, on a parlé organisation du ministère de l'Intérieur pour ce qu'on pourrait qualifier d'œuvre commune finalement. C'est une œuvre commune qui nous attend et qui sera à prolonger ensuite après les JO. Avant qu'on se dirige vers le buffet qui est derrière vous, je souhaiterais donner la parole à la salle si vous avez des questions, et il y a un micro baladeur qui est porté par la ravissante Juliette, donc n'hésitez pas à vous en servir si vous avez des questions posées. Bonjour messieurs, Mathieu Rabéchaud, AFP. Deux petites questions très simples. La France a l'expérience de ces grands événements. Le dernier concernant le sport remonte à 2016 avec l'organisation de l'Euro de foot. En quoi les JO changent-ils la donne par rapport à un événement comme celui de 2016? Et par ailleurs, y a-t-il déjà un retour d'expérience sur les JO de Tokyo qui viennent de se dérouler? Son public, mais... Alors, Profesi, vous pourrez répondre peut-être tous les trois, parce que Profesi a de l'expérience de l'Euro 2016, parce que le Retex Tokyo peut faire l'objet aussi de l'intervention de Daniel Kogic, et puis ensuite de l'Audi. Bon, 2016 et 2024, évidemment c'est une banalité, mais ce sont deux mondes différents pour certains aspects de la sécurité. Donc il y a déjà cette différence qui est, je vous donne deux exemples, qui est l'évolution du monde. Je parlais de l'environnement numérique, il y avait déjà des risques cyber en 2016, mais ils ont évidemment augmenté et ils se sont diversifiés. Donc la sécurité digitale est un sujet qui se pose un peu différemment. L'espace aérien, c'est pareil. Vous aviez déjà des drones en 2016, par exemple, mais évidemment, là aussi, ça s'est un peu amplifié. Donc il y a entre les deux événements une différence de degré, c'est-à-dire que les JO, dans la concentration géographique, dans le temps, le nombre d'athlètes, par exemple 15 000, le nombre de spectateurs, 13 millions contre 2,5 millions, le nombre d'épreuves, 339 contre ça, je ne sais plus combien de matchs, une cinquantaine, le nombre de sites fait qu'il y a une concomitance d'événements, c'est comme s'il y avait plusieurs euros qui se déroulaient en même temps. Donc le degré d'engagement et de densité est évidemment plus grand. Donc ça c'est une différence plutôt de degré. Après il y a des choses qui sont plus simples pour des JO. A priori il n'y a pas de phénomène de hooliganisme par exemple, qui est un grand sujet pour les compétitions de football, etc. Après il y a aussi des différences plus de nature. Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont un événement qui a une exposition peut-être un peu plus géopolitique. L'euro aussi, mais je veux dire, on voit bien qu'il a une gouvernance plus complexe aussi, avec le CIO, etc. Alors que l'UEFA a organisé directement l'euro, donc c'est et puis il charrie autour de lui plus de transformations. Vous voyez qu'il y a plus de chantiers, directement ou indirectement liés au JOP. Hein, c'est pas
pas juste les sites, parce qu'il y en a assez peu de nouveaux, mais chantiers de transport, etc. Il y a un grand engouement national, c'est pas un événement uniquement Île-de-France. Vous prenez par exemple le label Terre des Jeux, vous avez 1400 labels qui ont été donnés aujourd'hui, c'est-à-dire partout en France, il y a des communes plus ou moins grandes qui ont décidé de créer des animations, voilà, d'avoir un programme. Le relais de la flamme passera dans la plupart, si ce n'est tous les départements. Donc on a un événement qui, par sa nature, a un côté encore extra-sportif plus développé, disons. Voilà, mais pour autant, il y a des continuités, il y a des fondamentaux d'expérience qu'il faut utiliser, évidemment, et c'est ce qu'on fait. C'est aussi la manière dont est organisé notre schéma de sécurité en France, la responsabilité des organisateurs, de l'État. Il y a un protocole qui a été signé, donc tout ça a été évidemment rebalayé. Et puis aussi nos compétences diverses en la matière, les compétences industrielles, les compétences aussi d'expertise qu'on a dans nos forces de sécurité ou ailleurs. Donc tout ça, ce sont des choses qui restent et qui sont développées, évidemment, mais dans une équation qui est un peu différente, parce que c'est pas le même moment. Il y a une exposition à la menace qui est, pour les deux événements, est forte, évidemment, par définition. Ça rappelle la géographie de la France, qui n'est pas unique, donc on n'organise pas comme au Japon ou même au Royaume-Uni. La dernière fois qu'il y a eu des JO, c'était au Royaume-Uni. Le côté insulaire, évidemment, ne se gère pas de la manière qu'un pays qui a des frontières terrestres aussi larges. Et donc une exposition aux menaces qui par principe est élevée, il n'y a pas de raison qu'elle diminue. Mais ce n'est pas des JO en eux-mêmes, elle existe déjà. Et cette menace, il y en a trois grandes qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Il y a tout ce qui est relié à la gestion des flux, donc il faut bien assurer cette gestion, tous les aléas, les incertitudes. Il y a beaucoup de sujets de transport et de mobilité, par exemple. Donc c'est pas une menace, c'est un risque plutôt, c'est-à-dire de bien veiller à ce que les choses soient le plus fluides possible. Il y a évidemment le risque terroriste, que vous connaissez bien, voilà, qui n'est pas lié qu'aux grands événements. Il y a des attentats qui se passent en dehors de grands événements. Tout simplement, ça donne une résonance. Et puis il y a évidemment le risque cyber, qui pour moi est extrêmement prioritaire ou central, dans la mesure où il peut, à distance, venir empêcher le bon déroulement de l'événement. Et donc, il faut qu'on couvre bien aussi cette dimension qui a pris un certain essor récemment. Merci Daniel Lecoyer. Quelques mots sur le Retex Tokyo, puisque Athos est... Bon, rapidement, bien sûr, puisque bon, nous Athos, on livre les jeux là depuis Barcelone, enfin de façon intensive depuis Salt Lake City. Comme l'a dit le préfet tout à l'heure, Tokyo, c'était un peu particulier, ça s'est fait dans des situations de la pandémie. Donc il n'y avait pas de spectateurs étrangers, il n'y avait pas de spectateurs locaux, il n'y avait que les délégations, les sportifs. Les journalistes eux-mêmes étaient dans des bulles dans les hôtels, donc je dirais que la composante de sécurité physique de Tokyo, en plus du fait effectivement c'est une île très bien contrôlée, avec un droit pénal et puis des utilisations de technologies assez sophistiquées, on va le dire comme ça, sans pas eu d'autre terme, à Tokyo, a fait qu'il y a eu zéro problème de sécurité physique. Zéro. Enfin, il n'y en a pas eu. Par contre, ce qu'on a étudié, ce qu'on a observé, c'est une explosion de la menace cyber, avec, on va dire, deux caractéristiques particulières, très rapidement. La volumétrie, 510 millions d'événements de sécurité à Rio, 4,4 milliards à Tokyo, uniquement sur les systèmes critiques. Les systèmes critiques, c'est les applications critiques des jeux. Je ne parle même pas des attaques qu'il y a eu sur la ville de Tokyo, en comparaison à la ville de Rio, sur les OIV, c'est-à-dire les transporteurs. Ça n'intègre pas ces données-là. Et comme vous voyez, un facteur au moins 5-6 sur les attaques cyber en volumétrie. On s'attend au minimum à la même chose entre Tokyo et Paris. Le deuxième élément qu'on a observé, c'est une complexification, une complexité supplémentaire des attaques et des compromissions. Donc les attaquants sont plus divers et plus intelligents. On ne s'attend pas à ce qu'ils deviennent plus bêtes à Paris 2024. Au contraire. On pense qu'ils vont utiliser les nouvelles technologies
notamment l'intelligence artificielle. Hein. Je vais vous donner un petit exemple qu'on donne aujourd'hui, mais ils vont développer ce qu'on appelle des drones virtuels, qui vont s'intégrer dans nos systèmes et pouvoir reconnaître nos capacités de défense pour pouvoir les contourner, par exemple. D'accord ? Et ça, non seulement sur les systèmes d'information, qui était un peu le centre des problématiques de cybersécurité, mais aussi sur tout ce qui est maintenant les Internet des objets. Puisque, je vous dis, avec SGP, par exemple, les transports en commun en France, enfin à Paris notamment, il y aura des rames complètement autonomes, enfin je veux dire, la multiplication des objets connectés pour Paris 2024. Nous, on estime qu'il y aura une explosion des objets connectés, pas uniquement dans les transports, dans les collectivités locales, qui sont à chaque fois des risques nouveaux en termes de cybersécurité. Donc voilà un peu le RITEX Tokyo et la différence entre, on va dire, Tokyo et Paris. Merci. Avant de laisser mon voisin s'exprimer, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a des... Vous avez évoqué 4 milliards, plus de 4 milliards d'attaques. Est-ce qu'il y a des temps forts pendant les jeux? On a vu ces attaques se dérouler. Oui, on a noté, on a observé des temps forts, notamment quand il y a eu des événements comme le 100 mètres, par exemple, des disciplines à forte visibilité. Il y a eu beaucoup plus d'attaques au niveau des Jeux, des JO, olympiques que paralympiques, par exemple. C'est vrai ce que dit aussi le préfet. La caractéristique des Jeux olympiques, c'est que sur une longue période, entre la sécurité va démarrer au moment du parcours de la flamme, il va concerner les 2 semaines des Jeux olympiques, et puis après les paralympiques. Donc c'est pas concentré sur quelques jours. C'est vraiment une période longue sur laquelle il va falloir assurer un continuum de sécurité. Et dans tout ça, ce qu'on n'a pas forcément dit, mais la vie continue. C'est-à-dire que ça va être pendant l'été, il va y avoir encore des touristes à Paris, enfin on va pas arrêter le tourisme à Paris parce qu'il y a les Jeux. Et donc le risque, c'est un déséquilibre du continuum de sécurité. Et c'est pour ça que on travaille ensemble, ministère de l'Intérieur, OIV, la sécurité privée aussi, on n'en a pas parlé, mais ça c'est très important. Et on espère que les technologies vont apporter des solutions pour optimiser le continuum de sécurité. Olivier de Mazière, vous l'avez indiqué. On a parlé là du RETEX en matière de cybersécurité. Évidemment, il y a un travail de RETEX qui d'ailleurs est engagé avec les forces étatiques japonaises qui ont eu à traiter les Jeux Olympiques. Et comme ça a été dit également par les précédents interlocuteurs, sur une période longue. C'est-à-dire que les choses commencent bien en amont de la cérémonie d'ouverture, et même, je dirais, bien en amont du relais de la flamme, et se prolonge longtemps. Et la France, en tant que vitrine, va être sous les regards du monde, et donc va attirer aussi toutes sortes de malfaisants et d'attaques potentielles. Il faut donc prendre en compte à la fois la dimension cyber et la dimension physique. Et donc le RETEX de Tokyo, notamment, est intégré en réalité dans l'analyse des menaces et donc dans la définition des besoins que nous allons pouvoir préciser dans les semaines qui viennent. Maintenant, je rejoins ce qu'ont dit mes deux collègues, c'est-à-dire que mes deux collègues autour de cet événement, cher Daniel. Les Jeux de Tokyo ont été très particuliers de ce point de vue-là. Bien sûr, ça nous intéresse beaucoup de savoir comment les forces de sécurité de l'État japonais ont travaillé avec les gestionnaires de sites olympiques, les difficultés auxquelles ils ont pu être confrontés, les procédures qu'ils ont mises en œuvre, de la même manière comment ils ont travaillé avec le Kojo de Tokyo. Mais malgré tout, ça a été dit, on est sur des Jeux olympiques extrêmement particuliers. J'espère que 2024 se tiendra dans un contexte sanitaire différent, et donc il faut avoir à l'esprit que pendant des Jeux olympiques, par exemple, 80% du public ne va pas sur des sites de compétition. 80% du public va dans des fan zones, pratique des activités touristiques plus ou moins liées effectivement à la compétition, donc dans une série de sites qui ne sont pas sous la responsabilité directe du COJO et qui vont relever en revanche de la responsabilité directe des forces étatiques. Donc c'est cette dimension-là qu'il faut aussi bien intégrer. Et là, pour le coup, le RETEX de Tokyo ne nous sert pas à grand-chose.
Juste pour dire que dès l'ouverture de la billetterie, en termes cyber, je me souviens que les Britanniques avaient été attaqués pour la Coupe du Monde de rugby sur la billetterie, par exemple, ça arrive assez classiquement. Donc ça peut commencer très tôt, effectivement. Et puis je voulais signaler qu'on avait la Coupe du Monde de rugby en septembre-octobre 2023, qui est un grand événement en soi, et qui peut aussi être un moment où il faut aussi mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs, par exemple sur la cybersécurité. Une question, alors il y a Marc Darmon, et puis ensuite monsieur, derrière, qui a levé la main. Une question qui est justement parmi les différences par rapport à la Coupe du Monde ou la Coupe du Monde du rugby. Et j'ai l'impression qu'il y en a une aussi qui est très importante, c'est l'hétérogénéité de ce qu'il faut protéger. Une Coupe du Monde, c'est une dizaine de stades, à peu près tous homogènes à protéger, alors que là, on a des lieux très différents, villages olympiques, les zones pour le public, pour les personnes accréditées, les fan zones, des zones qui sont sur la responsabilité municipale et d'autres nationales, zone police, gendarmerie. Et du coup, la question qui se pose aussi, c'est la cohérence de l'ensemble. Donc ça n'est pas de la coordination, c'est y des solutions qui sont communes. Comment assortons la coordination de l'ensemble? Alors c'est vrai qu'il y a des sites très diversifiés et qui peuvent être multi-usages d'ailleurs. Si on utilise Roland Garros, on sait comment gérer Roland Garros, mais ça ne sera pas du tennis, pas seulement du tennis. Il y a des sites qui seront ad hoc, Place à la Concorde, enfin dans des endroits emblématiques parisiens, ou le Grand Palais pour l'escrime. Donc effectivement, il faut que chaque site ait son propre planification, mais dans un cadre qui soit quand même homogène. Et ça, c'est le message qu'on passe beaucoup aux organisateurs, notamment dans la relation qu'ils ont avec le secteur de la sécurité privée. Évidemment, ils vont s'appuyer sur un certain nombre d'entreprises ou d'opérateurs, mais il faut qu'ils restent d'abord responsables, eux. C'est leur responsabilité, donc il y a un responsable de l'organisation par site qui est là, notamment au moment où ça se passe, pour assurer une interface avec l'État, et puis avec les sociétés de sécurité privée, et puis aussi dans le choix des sociétés, que ça ne soit pas des doctrines différentes sur les endroits. Il y a quand même une cohérence globale qu'il faut avoir. Donc ça, c'est une partie du travail qu'on mène avec eux. Il y a un protocole qui définit les choses, il y a d'autres documents qui sont en train d'être élaborés, qui définissent des lignes stratégiques global. Après, il faut s'adapter. Évidemment, la voile, ce qui se passe en mer, ce ne sera pas la même chose. Mais il y a quand même des points communs qui relèvent de la bonne gestion des flux et des contrôles d'accès. Il n'y a pas un endroit où on fera moins d'un certain niveau. Par contre, on est en train de classer les sites. C'est un travail qu'on est en train de terminer avec les organisateurs, selon une sensibilité a priori par rapport à différents critères. Tous les sites auront un niveau de prestation de sécurité minimale qui sera robuste. Et puis pour certains, on en ajoutera encore, compte tenu de ce qui va s'y passer, compte tenu de la nature du site, etc. Et donc, que ce soit d'ailleurs le site sportif ou le centre des médias ou quelques sites d'hébergement, le village, effectivement, ça c'est une hétérogénéité qu'on n'avait pas pour l'Euro ou pour le rugby. On a les camps de base, on a les hôtels de veille de match, on a les stades. Donc effectivement, on peut essayer de faire quelque chose. Mais je pense que la cohérence, on peut la trouver, mais il faut vraiment que le facteur humain joue. C'est-à-dire qu'on travaille bien ensemble et assez tôt. C'est pour ça que je parle du défi de la coordination et de l'anticipation. Merci. Monsieur, une question. Oui, Hassan Medad, du journal Vie Nouvelle. Vous avez évoqué un budget de 25 millions d'euros pour mener des expérimentations à taille réelle. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments sur les technologies ou les dispositifs innovants qui seront testés à ces occasions? Non, pas encore de manière très précise, parce que j'ai évoqué dans mon propos liminaire, pour une raison simple, c'est que nous sommes en train, comme je l'ai expliqué, de finaliser les besoins des forces. Il ne s'agit pas de définir des achats de matériel sur catalogue. Il s'agit de dégager des besoins opérationnels précis, compte tenu de cette évolution permanente des menaces, compte tenu des particularités des Jeux Olympiques qui viennent d'être rappelées. Et c'est une fois que ce travail aura été achevé que l'on pourra travailler sur les technologies répondant précisément à ces besoins. Ça, c'est le premier élément de réponse que je peux vous apporter. Le deuxième élément de réponse, c'est que, comme vous le savez, l'usage d'un certain nombre d'innovations technologiques, y compris sur le terrain d'expérimentation, est subordonné à un cadre juridique. La CNIL intervient fortement sur ce sujet. Des dispositifs sont possibles, des expérimentations sont possibles, dans certains cas à droit constant, dans d'autres cas vont supposer des évolutions normatives. Et donc c'est en fonction de cette évolution du cadre juridique que l'on pourra véritablement définir les technologies
que l'on peut expérimenter. Donc il y a à la fois le sujet de l'expression et de la définition des besoins des forces, et d'autre part, il y a le sujet de l'évolution ou pas du cadre juridique qui nous permettront d'être plus précis dans les semaines et les mois qui viennent. Un mot, Daniel, en Oui, juste en complément de ce que vient de dire Monsieur le Préfet, dans les travaux que l'on a menés depuis 2 ans et demi, on a travaillé sur des études et défini effectivement des blocs fonctionnels. Donc il faut affiner en termes de besoins auprès des forces, en termes de priorité, et pour vous donner un éclairage sur ces blocs fonctionnels, c'est quoi les technologies qui peuvent être impliquées dans un continuum de sécurité, dans une maquette de continuum de sécurité. Il y a un premier bloc, qui est le bloc de base, qui s'appelle les réseaux, les télécommunications sécurisées. Bon, là, il y a un programme très important et stratégique qui est mené par le ministère de l'Intérieur, qui s'appelle Réseau Radio du Futur, d'accord, qui va amener pour la Coupe du Monde de rugby une première version, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 une deuxième version, d'accord, de ces réseaux radio du futur, d'accord, incluant la 5G, incluant des nouvelles technologies de réseau. Le deuxième bloc fonctionnel qui est en cours aujourd'hui de déploiement, de définition, parce qu'il a fait l'objet d'appel d'offres aussi au ministère de l'Intérieur, c'est l'identité numérique. Et là, il y aura vraisemblablement une discussion avec l'organisateur quand va être choisie et définie la trajectoire de la billetterie, par exemple. Notamment, est-ce qu'on va faire du Fan ID ou pas? Est-ce qu'on va corréler un certain nombre d'éléments? Bon, là, il y aura une discussion. C'est pas encore totalement calé sur ce sujet-là. L'autre bloc fonctionnel, on va parler, mais là, dépendant bien sûr de l'évolution juridique, d'utilisation de technologies, c'est la protection des sites. Et qui va être lié aussi au delivery model agréé avec l'organisateur. Mais la protection des sites, c'est très important. Et là, il aura 2 composantes. Il y a une composante qui est côté COJO et côté ministère de l'Intérieur. Puisque là, bien sûr, la protection des sites, enfin la protection des spectateurs, ça se fait pas juste après qu'ils rentrent dans le site. Ça se fait un peu avant, ça se fait aussi avec les transporteurs, avec la RATP, avec la SNCF, avec tout ça. Je peux vous donner un exemple, c'est la cohérence, l'interopérabilité des systèmes de réseau de vidéosurveillance. Bon, ça, c'est des travaux qui vont être menés. Je ne parle pas d'intelligence artificielle ou autre, mais je parle simplement, à court terme, d'interopérabilité, ne serait-ce que des réseaux. Protection des sites. Un bloc fonctionnel qui est majeur, sur lequel, aujourd'hui, il y a eu des décisions qui ont été prises au ministère de l'Intérieur, c'est la cybersécurité, avec la mise en place d'une unité qui est aujourd'hui guidée par la gendarmerie nationale, qui s'appelle le Cybercommande, où il va y avoir une mobilisation très forte, 7000 gendarmes, mais aussi du personnel de la police nationale, du personnel de la préfecture de police de Paris, pour justement organiser, former les opérateurs directs du ministère de l'Intérieur à la cybersécurité, à la cyberdéfense. Dernier point, ça c'est la mise en trajectoire de la modernisation du ministère de l'Intérieur sur les centres de commandement, de faire les centres de commandement du futur. Et ça c'est une réflexion d'organisation au niveau du ministère de l'Intérieur et de technologie, incluant de l'intelligence artificielle. Et dedans, vous avez les éléments de renseignement, par exemple, le centre de renseignement du ministère de l'Intérieur qui va être posé à l'occasion de ces jeux. Merci Daniel. Je regarde ma montre, je voudrais juste savoir s'il y a une ultime question dans la salle, comme disait M. Je veux bien, tout le monde a faim. Oui, justement. Alors, il y a une question? Non, je n'ai pas vu de bras. C'est vous? Oui, excusez-moi, j'ai pas. La caméra me masquait. Oui. Il n'y a pas que ça. Je vous en prie. Pascal Dupont du magazine opérationnel. J'aurais aimé savoir si vous intégrez, bien entendu, mais la problématique sanitaire et notamment le risque de bioterrorisme. Par principe, on intègre tout. Oui. Notre analyse des risques. Disons, la question, c'est plutôt comment est très large, et donc on regarde dans tous les cas de figure, collectivement d'ailleurs. Je répète que le succès des JO sera collectif. Peut-être que l'insuccès, mais je ne veux pas prévoir, ne sera pas, mais le succès, la victoire est collective. Sur le risque sanitaire, on installe avec le délégué interministériel dans quelques jours en novembre un comité sur la sécurité sanitaire notamment. Et on va engager donc les travaux progressivement avec les organisateurs, toutes les parties prenantes,
sur l'aspect sanitaire. Il y aura aussi d'autres sujets, on peut imaginer la canicule par exemple, enfin, il peut se passer beaucoup de choses, et de façon à ce qu'on puisse effectivement prévoir un certain nombre de scénarios, mais sans trop se précipiter, parce que là aussi il y a une grande volatilité de ces sujets-là. Sur les autres risques NRBC, je crois que c'est ça votre question. Le risque NRBC, c'est quelque chose qui est évidemment bien connu, bien identifié, bien traité en France. C'est un de nos points forts, c'est notamment avec le SGDSN, le secrétaire général français, qu'on travaille là-dessus. Et il y a évidemment des enceintes dédiées qui sont déjà à l'œuvre, et aussi on veille avec les organisateurs à pouvoir inscrire dans la planification ces éléments-là, parce qu'il y a des sujets d'organisation qu'il faut prévoir en amont, mais c'est un sujet qui est également bien pris en compte. Merci. Juste pour compléter, dans l'expression des besoins dont on parlait tout à l'heure, évidemment, elle sera le fait des grandes directions opérationnelles du ministère de l'Intérieur, et parmi ces directions opérationnelles figure la Direction générale de la sécurité civile, qui évidemment a pour mission d'intégrer au premier chef ces problématiques. Donc la DGSCGC fait partie intégrante évidemment des acteurs qui vont nous aider à définir les technologies et les moyens que nous allons expérimenter. Merci. Nous arrivons au terme de ces échanges. Je voudrais remercier bien sûr les 3 participants, très chaleureusement, et s'ils me le permettent, très amicalement. Et vous inviter, au nom de Marc Darmonde, président du J4, et de Jean-Marc Duquesne, notre délégué général, à vous lever et à rejoindre la sainte table qui est dressée au fond pour vous réchauffer. Merci à tous. Thank you.